Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.io. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Toutes les semaines, on essaye de vous faire un épisode dans lequel nous recevons des invités pour nous parler d'une thématique spécifique ou, comme aujourd'hui, on se réunit pour vous décortiquer les news les plus récentes de ce merveilleux monde de la data. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi mon ami Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Je vais me représenter pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Donc, je m'appelle Jérôme Hénaud, je travaille chez Zinea, qui est l'éditeur d'un data catalogue connecté, ou data marketplace aussi maintenant. Et je suis premier développeur de l'équipe connectivité, le premier développeur à prendre comme premier violon. C'est celui qui fait partie de l'équipe de développement, mais qui donne la note. Ouais, c'est celui qui donne le tempo et qui sur lequel le style des autres doit se caler. Voilà, on peut dire tech lead aussi, des trucs comme ça. Et pour ma part, je suis l'heureux fondateur de ce podcast et d'une société qui s'appelle Datatask. Et mon métier, c'est d'accompagner mes clients pour concevoir, pour construire et pour exécuter leur plateforme data. Et avec Datatask, on fournit du logiciel pour faire ça de manière plus efficace que si on devait repartir d'une feuille blanche à chaque fois. Jérôme, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu, mais l'actualité continue à galoper, si je puis dire. Et même si on a des nouvelles récentes qui ont été très teintées dans le monde de l'IA, puisqu'il y a eu notamment beaucoup d'annonces qui ont été faites par Amazon lors de leur summit cette semaine à Paris. Il y a eu Databricks qui a réalisé son modèle DBRX. Aujourd'hui, on va essayer quand même de se concentrer un petit peu plus sur la partie data engineering. Et notamment, pour commencer, BigQuery qui a fait évoluer son studio. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la console BigQuery, on pouvait même pas qualifier ça de studio, c'était vraiment une console. Non, une console. C'était vraiment une console dans laquelle on pouvait voir les datasets qu'on avait et dans laquelle on pouvait faire des requêtes SQL vis-à-vis du moteur. Mais ça s'arrêtait là, et là, ça s'est vraiment étoffé avec l'apparition d'onglets assez sympathiques dans cette console BigQuery. Ouais, si tu annonces ça comme un vrai nouveau produit, en fait, qui est un notebook, finalement, qui est intégré à l'environnement Google, et qui unifie, et qui est pas dédié BigQuery. On avait la console BigQuery, et maintenant, on a un notebook qui permet de consulter l'ensemble de l'environnement. Ils disent que c'est un espace collaboratif pour accélérer les flows data to AI. Donc voilà. Et en fait, ils ont fait pas mal de promesses. Je sais pas si tu les as suivies, toi. Un petit peu, ouais. En gros, ils nous promettent une interface unifiée avec une expérience de bout en bout. Bon, enfin, en gros, voilà, l'idée c'est l'unification. C'est un truc qui est souvent assez pratique, hein, quand même. Quand jusqu'à présent, il fallait avoir. On avait la console BigQuery pour faire des éléments dans BigQuery. On avait d'autres outils. Là, on va pouvoir utiliser le même pour BigQuery, pour BigLax et pour l'ensemble de la chaîne.
C'est intégré avec les CDI, c'est intégré avec le source, des versions de source. Donc on va pouvoir. Ouais, ce qui était un gros truc qui manquait jusqu'à maintenant, hein, et d'ailleurs qui manque aussi chez Snowflake, et c'est en cours de correction chez Snowflake, c'est qu'on pouvait pas versionner le code SQL qu'on avait dans un repository, quoi. Donc à un moment donné, on se retrouvait avec des bouts de code, des scripts qui étaient exécutés, qui étaient enregistrés à l'intérieur de la console, et c'était assez difficile de pouvoir suivre, de savoir à quelle version on en était rendu. Donc c'était quand même un truc très gênant qui faisait que souvent les gens versionnaient ça en dehors et finalement utiliser un autre outil pour travailler plus que cette console dès lors qu'ils avaient dépassé l'aspect discovery sur le dataset, quoi. Ouais, bah, en fait, les consoles jusqu'à présent, il faut les voir comme des outils de console, et pas des. Oui, Donc effectivement, déjà le fait de pouvoir enregistrer les fichiers, c'était pas mal, mais c'était pas fait pour faire du développement. C'est fait pour faire de la requête. exactement. Ouais. Puis Voilà. ce que Donc je là, vois, moi, c'est qu'effectivement, ils font monter à bord de cet outil euh, ils font monter à bord d'autres technologies, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire du Python, faire du Big Frame Pandas, le fait de pouvoir faire du Spark, le fait de pouvoir faire ce genre de trucs-là, c'est vachement intéressant parce que ça en fait, veut je pense dire... qu'il faut vraiment le prendre comme un nouveau produit qui permet de faire, qui est un notebook, hein, comme on en a avec Jupyter, avec celui d'Apache, là, je sais, dont on n'entend plus parler, hein, il a eu son heure de gloire, mais Oh, Zeppelin. Zeppelin, bravo. Zeppelin qui a eu son heure de gloire et on n'en entend plus trop parler. On sent que Non. Jupiter a vraiment ramassé. Bon, ils ont récupéré la mise Jupiter d'un côté, et puis j'ai l'impression que l'engouement pour le tout notebook, on s'est rendu compte que c'était assez difficile de stabiliser des choses qui sont dans des notebooks. Nous, on l'a expérimenté, hein. On a fait des choses, on a fait des runners de notebook avec Papermill notamment. Et on s'est rendu compte que travailler dans un notebook te permet de te conférer un tel niveau de liberté, c'est-à-dire je modifie un truc dans une cellule, je remodifie le truc 3 cellules au-dessus, ça change la valeur, donc il n'y a plus rien de cohérent. Enfin, ça peut vite tourner à l'enfer. Et que la mise en production de notebook, je pense qu'on est nombreux à s'être cassé les dents dessus. Et Ouais. que c'est pas une bonne idée. Ça reste un outil d'expérimentation. Je pense qu'effectivement, chez Google, la vocation, c'est de faire un outil pour l'engineering de data, d'un côté, et puis et qui soit le pendant de Vertex AI derrière, sur lequel c'est l'ingénierie sur les modèles de machine learning, et avec une jointure qui devient un peu plus forte. Là où c'est intéressant, c'est que ils ont aussi ajouté dans BigQuery récemment des outils de lineage, des outils de profiling de data, de gestion de la qualité de données. Et donc, ce lineage, ce profiling de données, à un moment donné, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin que de faire des requêtes SQL. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas Ah bah, c'est ce qui est vraiment intéressant, une c'est que couverture de métier beaucoup plus importante, quoi, hein. alors c'est vrai qu'en plus ce notebook ils ont ajouté de l'IA, mais en gros il y a un copilote. Alors c'est Duet AI Ouais, c'est ça. qui est intégré et qui permet d'écrire la requête à votre place entre guillemets. Ah. Ou de t'aider à recomprendre une requête que tu as écrite Ouais, je sais pas, je l'ai pas un an testé hein, avant. personnellement, mais en gros, il y a voilà, il y a ça chez. Ce que j'ai lu, c'est qu'il disait que ça permettait surtout d'assister à l'écriture de la requête. C'est un peu l'autocomplétion sur stéroïdes. Mais voilà, il y a ça qui est intégré, et puis il y a effectivement la gouvernance qui est intégrée. Donc, s'il va se brancher avec Dataplex, qui va te permettre d'avoir une vision sur le linéage, sur l'ensemble de tes données, enfin le catalogue Ouais, intégré. c'est clair, ouais. Puisque Dataplex et Data Catalog en fait sont en train de fusionner plus ou moins Bon, tranquillement. je croyais que c'était déjà fait, tu vois. Bah c'est en cours en fait. Je pense qu'ils peuvent pas tout casser parce que il y a du monde qui l'utilise. Donc, mais c'est en train de merger. Par exemple, dans Dataplex, t'as le linéage en fait, il est dans Dataplex, mais quand tu regardes côté API, en fait, il est rattaché à Data Catalog. Et au point qu'on sait pas, on a du mal à savoir lequel est lequel. Et Ouais, ouais. c'est un peu étrange comme truc. Donc Ouais. et puis il y a des doublons clairs et en fait nous notre souci c'est qu'on ne sait pas si lequel est pérenne. Bah, c'est clair, ouais.
Sachant qu'effectivement, je sais pas où ça en est du rollout de tout ça. Moi, il y a quelques onglets que j'ai vu apparaître, enfin, que j'ai pas forcément utilisé parce qu'il faut activer des services et des choses comme ça. Il me semble que c'est déjà dans la console BigQuery à ce jour, puisque le post en question, il date d'il y a quelques mois. Déjà. Le rollout doit déjà être fait. Et Google, plus récemment, là, sur le mois de mars, a annoncé qu'ils allaient unifier l'analytics. Jusqu'à présent, tu avais un choix à faire. Ou tu avais trois possibilités. Ou tu faisais du BigQuery en SQL, ou tu faisais du Dataflow pour faire du Apache Beam managé avec Google, ou tu faisais avec Dataproc de l'Apache Spark. Mais il n'y avait pas tellement de bridge entre ces différents mondes. Certes, chacun des deux moteurs de processing, Dataproc et Dataflow, pouvait accéder à BigQuery, aller chercher les données de BigQuery, soit en passant par le moteur SQL, soit en lisant directement les données au niveau du storage de table. Mais là, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur de BigQuery Studio, c'est pour ça que les deux news sont intéressantes à regarder et à remettre en perspective, on peut écrire une procédure qui repose sur du PySpark. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir avoir une procédure stockée dans BigQuery qui va reposer sur une logique qui tourne dans un cluster, je l'imagine Dataproc managé, qui va exécuter cette procédure stockée. Et donc, c'est quand même assez intéressant de se dire que finalement, là où Google, moi je me souviens, il y a des années, disait « Ah non, mais vous nous enquiquinez à faire avec vos clients du Dataproc, ça rend pas la proposition de valeur, ça valorise pas la proposition de valeur unique qui est BigQuery et Dataflow chez nous. » Et là, ils y viennent. Il aura fallu du temps, hein. Mais ils y viennent à faire ce Dataproc embeddé à l'intérieur de BigQuery. Jérôme, c'est toi qui a remonté ça. Alors, ce Billion Row Challenge, j'ai l'impression que tout le monde veut en être et tout le monde veut démontrer qu'avec sa technologie favorite, avec son langage favori, il arrive à le gérer. Et là, effectivement, on avait cité des choses faites en Python, des choses faites, je ne sais plus quel langage, en Go, ouais, je me semble. Et là, tu es tombé sur quelqu'un qui a essayé de le faire en Java, ce One Billion Row Challenge. À la base, il était fait pour Java, hein, mais et là, c'est quelqu'un qui a participé surtout au concours et autres, et il faisait son retour. Et il y a quelques trucs qui sont intéressants. Alors, c'est un Normand, je pense. Je n'ai rien contre les Normands, mais c'est un Normand, puisque à la 4e ligne du poste, il répond « It depends ». Donc, Anthony. Non, mais je rigole, Jérôme. Non, mais je regarde, parce qu'en fait, ça pourrait être marrant que ce soit vrai. En tout cas, il écrit en anglais, là, cette fois, donc je peux pas dire de quelle nationalité il est comme ça. Ouais. Ouais, donc il a participé. Alors, il y en a certains qui ont remonté en fait la limitation du test. Et de fait, c'est assez vrai parce que un des points qui revient, c'est que finalement, les meilleurs temps, ils étaient dans l'ordre de la seconde. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu testais la capacité de la JVM. Ça se voulait être en Java à la base, hein. Donc la capacité de la JVM à démarrer vite et à optimiser le démarrage de la JVM, en fait, finalement, à part celle du CSV et éventuellement un petit peu le calcul lui-même et aussi l'agrégation des données. Et en fait, la première leçon qui était presque la plus intéressante, c'était une que j'ai déjà remarqué, que j'avais déjà constaté il y a 10 ans, mais c'est toujours enfin ça fait toujours un peu l'effet surprenant, qui est ça marche sur ma machine, ou plutôt, en fait, il avait des meilleurs perfs sur son laptop que sur le serveur qui est de test. Et ce pourquoi? Parce qu'en fait, visiblement, lui, sur la machine de test, elle était bridée à 8 CPU, que lui, il avait tous ses CPU et qu'en fait, ça allait plus vite. Et en fait, finalement, parfois, les laptops sont tellement puissants que finalement, on peut avoir des performances plus grandes. Donc, la leçon à retenir, c'est pas le laptop est mieux, ou il faudrait mettre le laptop en prod, puisqu'on est bien d'accord que c'est pas du tout les mêmes contraintes et autres, mais c'est qu'en fait il faut tester sur le matériel cible, et
Bon, les tests de perf, ça se fait pas sur un laptop, ça se fait sur la machine cible, parce que les problématiques de performance ne sont pas les mêmes. Et voilà, ça c'est un premier truc. Apparemment, les données étaient en mémoire, enfin étaient dans les caches disques, ce qui permettait d'éviter de faire un challenge où on teste la capacité de lecture des disques, mais en même temps, c'est vrai que pour un truc réel, c'était un peu différent. Et après, pour ce qui est de Java, donc finalement, ouais, c'est ceux qui étaient très rapides, en fait, c'était ceux qui arrivaient à accélérer la vitesse de démarrage de la VM, donc qui sont tous faits du du compilé en avance Ah oui, avec d'accord. Graal VM et Native Image. Et parce qu'en fait, on est dans des délais où en fait t'as pas le temps d'attendre que C2 passe, parce que C2, il y a une seconde, en fait, il passe après, ou il mettra plus de temps que le traitement global, quoi. Voire, il y en a qui trichaient puisqu'ils utilisaient Epsilon comme garbage collector. Epsilon, en fait, c'est un garbage collector qui ne fait rien, qui ne collecte jamais rien. Il laisse tout en mémoire. Il a l'avantage d'être extrêmement rapide, de créer aucune pause. Il a l'inconvénient, c'est que ça marche pour un truc qui a une durée de vie très courte et dont on sait la quantité de mémoire qu'on va consommer, mais ça va pas au-delà, quoi. Ah oui, je comprends. Et en D'accord. fait, il sert dans des cas très particuliers. En fait, je crois qu'il sert surtout pour faire certains tests et des trucs comme ça. Et puis dans des cas très très particuliers d'instances qui démarrent, enfin qui sont utilisées pendant un temps très court. Euh, voilà, Mais tu vois, c'est un peu effectivement, ça souligne le problème de ces benchmarks Ceci dit, qui sont dans des ouais. corner cases. Mm. Et alors certes, ça permet de mettre en exergue plein de sujets très particuliers. Mais effectivement, quand tu te retrouves que c'est pas la logique algorithmique qui va faire tellement la perf, mais que c'est tout ce qui se passe avant même qu'on soit en train de traiter la donnée, bon, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. C'est pas, en fait, c'est un exercice qui est pas celui qu'on pourrait imaginer au départ, quoi. Il y Voilà. avait quand même un point intéressant, c'est qu'il explique que, puisqu'il a fait plusieurs tests, en fait, comme les fichiers, hein, c'est des stations météo fictives avec juste un libellé, une température, il faut calculer la moyenne, un truc dans le genre. Et donc, il a, pour la gestion de la concurrence, puisque c'était quand même multithreadé, parce qu'il y avait plusieurs cœurs, donc vous pouvez l'utiliser. En fait, il avait fait une première implémentation avec une hashmap partagée. Et donc en Java, c'est la concurrente hashmap qui est déjà plutôt performante, dans lesquelles il y avait toutes les données, et puis il faisait son agrégation dessus. Et après, il a refait une autre expérience où il a fait une hashmap non synchronisée pour chaque thread, qui va stocker le résultat partiel, et après, il merge les résultats. Et en fait, il avait des meilleures perfs avec ça, de façon assez intéressante. Donc en fait, souvent, et c'est un truc, en fait, ça se comprend, hein, mais quand on a des besoins comme ça de performance, il faut vraiment bien séparer les trucs, travailler localement, et seulement à la fin merger les résultats. Même si on a plus de structures de données, puisque finalement on a tout en quasiment fois X, Mm. fois 8 là parce qu'il y avait 8 threads, donc typiquement, enfin il y avait 8 cœurs, donc en fait ça sert à rien de faire plus de threads. Tu fais du thread de calcul. Et c'est beaucoup plus performant que d'essayer de synchroniser, même avec des synchronisations extrêmement rapides comme on a aujourd'hui, qui permettent c'est quand même plus efficace. Donc voilà, ça c'est un peu les trucs à reprendre. Et il y a pas, en fait, il y a rien qui soit absolument neuf, mais ça permet de les revoir et de faire des piqûres de rappel, surtout ces trucs-là. Et voilà. Mais c'est Ouais. vrai que le test est assez particulier finalement. Ah si, il y a un truc intéressant, c'est il y a une implémentation ChatGPT. Euh, c'est quelqu'un, en fait c'est Antonio Goncalves, hein, vous connaissez peut-être, parce il était l'ancien, ça c'est un des fondateurs du Java User Group Paris, et puis Ouais. c'est lui qui est à l'origine de Devox France. Ou Bon, une France, hein, vingtaine de pas. minutes avant qu'on parle de ChatGPT, c'est pas mal. Ouais. Et donc il a fait une version de ChatGPT et en fait elle avait des mauvais scores.
Voilà, donc lui, il a fait, enfin, mais clairement, c'était un truc ouvert. En gros, il n'a servi que de support à ChatGPT. Et Ouais. les performances n'étaient pas bonnes. Enfin, étaient moyennes. Voilà. Bon. Je Et pense qu'on va arrêter avec ce sujet-là parce qu'on ouais, en a ouais, je pense traité. qu'effectivement, on va rapidement avoir fait ce One BRC challenge. Là, on va Mais finalement. le milliard, ça peut être plus intéressant dans le sens où là, pour le coup, aujourd'hui, on est encore à un rythme où c'est pas tu testes pas le démarrage de la machine, du Ouais, et process. puis très sincèrement, là, t'es dans un truc où c'est pas difficile à faire rentrer dans une seule machine, entre guillemets. Ah bah ça Euh, rentrait sur une seule machine, c'était le but. Bien sûr. Non, non, mais oui, je sais bien. Mais tu vois, Ouais. et donc tu te retrouves pas avec un truc où il va falloir commencer à distribuer des choses comme ça. Donc c'est de facto. Je vais pas te dire que le challenge il est un peu ancien, mais aujourd'hui on sait faire d'autres choses. Donc je pense qu'effectivement ce challenge il a vocation à Non, pouvoir. mais celui qui est 3 ordres de grandeur plus haut, là, ou un trilliard, Ouais, ouais. là, ça commence à devenir Ça commence à devenir autre chose. autre chose. Ouais. On disait à l'instant qu'on parlait de trucs anciens. Là, on va parler de quelque chose de très finalement ancien, mais très nouveau et surtout très ambitieux. On va parler de Tiger Beetle. Tiger Ouais. Beetle, c'est quoi? C'est une base de données qui a vocation à être la base de données de comptabilité pour faire de la comptabilité pour alors, c'était assez marrant dans la description dans le GitHub, ils disent que ça va normalement être le moteur des 30 années à venir sur l'OLTP. Bon. Ouais, alors donc je vous ai partagé 3 liens là-dessus. Donc il y a le lien vers le site idéal, et puis après il y a deux vidéos, il y en a une d'InfoQ où il parle de façon, enfin comment dire, il parle d'un axe précis qui est la durabilité, et puis il y a un lien je crois que c'est Prime Agent, c'est Prime Agent qui l'a invité, et où là il parle plus de la base en général. Donc à la rigueur, faut le voir plutôt celui-là. Hum, hum, hum. Et donc c'est une base qui elle est en train de sortir en fait, elle est en train de sortir, et ouais, c'est une base spécialisée qui se veut être la base la plus rapide et la plus fiable pour tout ce qui est comptabilité financière. Et en fait ça part d'un principe, l'idée c'est que les bases enfin on a beaucoup de bases de données qui servent à stocker de la comptabilité à double entrée. De la comptabilité en double entrée, une transaction financière, c'est une dizaine d'écritures, lectures. En fait, c'est surtout 2 écritures principales, puisqu'on écrit on écrit au débit d'un compte et au crédit d'un Et autre. une contrepartie. Voilà. Donc il y a toujours une contrepartie, les contreparties doivent être équilibrées, donc il y a un certain nombre de règles et il y a des choses comme ça. Et il dit, bah, les bases relationnelles, elles sont pas tellement adaptées à ce modèle-là, donc on va faire une base de données qui est spécialisée là-dedans et qui va donc être ultra performante parce qu'elle est là-dedans. Ça, c'est un peu leur point de départ. En plus, elle est construite avec les connaissances actuelles, puisqu'elle est toute neuve, donc ils ont pris tout l'historique des bases de données existantes et tout ce qu'on en a appris pour faire une base récente. Et voilà. Et donc, en fait, euh, la base, elle est mappée sur les principes qu'il veut. Donc, on n'a pas un langage SQL qui sert à faire des selects ou des inserts et machin, mais on a un langage business. Donc en fait, on manipule des comptes, et les opérations sont des opérations de crédit débit. Et Exactement. en fait, c'est des opérations de transfert plus précisément. On a des Il y comptes et a des 6 transferts. opérations globalement possibles. Créer un Euh, compte, créer un transfert, regarder un compte, regarder un transfert, et il y a des et calculs de solde. récupérer la balance des comptes, quoi. C'est Point. ça, il y a des soldes, et tu peux mettre des contraintes de solde de crédit. Donc tu peux mettre une contrainte sur un compte qui dit qu'il doit pas être négatif et autres. Voilà, donc ça c'est des trucs intéressants, donc ça permet de faire des choses comme ça, et comme ils l'ont fait, bah, alors la base est distribuée, euh, et il y a une grosse réflexion sur la durabilité, elle est acide, Ouais. ils s'appuient sur Raft pour la gestion, et ils ont pas, et ce que je disais c'est qu'il y a une grosse, il y a une grosse réflexion en fait sur la durabilité. Et Bon, ça a été fait en évidemment, zig.
Je découvre le langage Alors Zig. ouais, c'est écrit en Zig. Donc Zig, en fait, c'est un peu comme Rust, mais c'est un peu différent. Mais c'est un peu une réécriture de C. Alors je crois que je sais plus si elle accepte le C lui-même, mais enfin bon, bref. En tout cas, c'est une réécriture un peu comme en C. Il y a des trucs qu'il n'y a pas, il y a pas le même memory safety Écoute, de Rust, mais ils en sont pas loin. à la Pas première d'indice. lecture en diagonale du code, ça me plaît déjà plus que Rust, tu vois. Ouais, peut-être. Après, je sais pas. Après, là-dessus, je vais pas rentrer dans un débat sur est-ce que Zig est Ah meilleur mais que non, pas, alors, surtout pas, surtout pas. mais en tout cas, ils ont utilisé Zig. Ils ont développé, donc ils l'ont rendu déterministe. Donc elle est distribuée mais déterministe, ce qui leur permet de faire des tests en accéléré pour pouvoir tester sur des milliers d'années en quelques, j'allais dire Ouais. secondes, non, c'est peut-être pas. Mais en tout cas en accéléré. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans Fondation DB. Ils ont repris un peu ces principes-là. Absolument, ouais. Et ils Tout ont à ces fait. trucs-là, donc déjà pour la visualisation. Et puis ils ont fait un jeu vidéo pour la visualisation du curseur. Allez voir la version de Prime Agent sur YouTube, où vous allez vers la fin et on voit un jeu vidéo avec des insectes qui se font taper dessus et ça représente, ça met en valeur la base. On voit les défauts et on voit qu'elle survit à des conditions assez épouvantables. Ouais. Même avec un réseau chaotique. Alors peut-être que vous aurez pas des bonnes réponses et des bons trucs, mais au moins les données seront pas perdues et elles sont Écoute, là. moi je trouve ça super intéressant. Je trouve ça et en plus, Et puis ils ont des le truc il est performances. déjà bien mature, quoi. Enfin, tu vois, si tu dis, c'est pas Alors comme. Mathieu, je sais pas jusque là, mais en tout cas il est vraiment bien pensé. Il est Non, ce super que je veux dire enthousiaste. par là, c'est qu'ils ont déjà d'entrée de jeu fait des clients en .NET, Go, Java, Ouais, Node.js. ouais, c'est impressionnant hein, les Ce gars. qui est quand même déjà le signe au début, ces genres de Et trucs-là, et le tu as quelques clients serveur, natifs, quoi. ouais, et Voilà. le serveur, c'est un exécutable. Donc si on dit que c'est un exécutable tout seul à installer, il doit être, je crois qu'il s'appuie pas sur des budgets, il doit être en compte autonome et il est petit en fait, il tient sur une disquette. Une Dixit disquette, l'auteur. j'adore, Jérôme. Ça tient sur une J'adore. disquette. Ouais. Et Et tu regardes comment bootstrapper le truc, tu vois, tu te dis, ouais, tu démarres le truc, tu dis cluster 0, réplica 0, combien tu veux de réplica, paf, t'en démarres un deuxième avec un port et le truc, il devient réplica. Tu démarres le même exécutable en mode REPL pour avoir le client qui te permet de faire passer des transactions. Je trouve ça, mais super, super efficace, quoi. ouais, Excellent. puis ils ont des perfs de folie. Alors, c'est des perfs annoncés, hein, donc faut croire Ouais, sur 3. Mais en gros, ils indiquent un fois 1000 par rapport à une base traditionnelle. Et en gros, il explique qu'avec un cluster, tu peux faire 100 milliards de transactions financières par seconde. Avec un Raspberry Pi 4 et une micro SD, ils arrivent à 10 000 transactions par seconde. Ouais. Ce qui est fou parce que le micro SD, il dit ouais, la micro SD a un débit de merde. On arrive quand même à faire 10 000 transactions par seconde. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en fait, un transfert, c'est une écriture, c'est pas plusieurs écritures. Il n'y a pas besoin de faire des lectures en contrepartie pour vérifier les choses. Hein. Il y a tout ça. Et puis, sur un laptop, ils en sont à quelques centaines de milliers. Quand il y a 21 index, c'est encore plus. Et leur but, c'est d'avoir 1 million sur un laptop de bureautique. Ouais. Genre, Voilà. ta compta t'as ta Sachant que compta le truc, embarquée le but- sur le Raspberry Pi, quoi. Ouais, parce que peut-être que le truc, il pourrait être embarqué, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Ce qu'il disait aussi, c'est que c'est presque un framework, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une base spécialisée finance, mais qu'on pourrait faire d'autres choses par-dessus. Ouais, bah, je peux imaginer que le moteur transactionnel du truc, il doit être quand même assez, il doit être assez, Alors le moteur assez transactionnel, costaud, ouais, quoi. alors le moteur transactionnel, il est assez classique, c'est un wall. C'est un wall distribué et pour assurer la durabilité, en fait, ils ont vraiment imbriqué le wall et le système de comment dire de distribution. Ouais. Ce qui fait que ça le rend plus robuste. C'est pas juste les deux sont là et puis c'est vraiment c'est intriqué. Enfin, les deux fonctionnent ensemble pour pouvoir faire de l'acide et surtout la durabilité. Sur la durabilité, il a expliqué. Alors que là, c'est le la présentation d'un Floku, il va parler essentiellement de ça. Et là, il va expliquer en fait les choix qu'ils ont faits.
notamment l'écriture, parce que pendant longtemps les bases de données, en fait, il y a le problème de comment j'écris quand je suis sur un système Linux, par exemple. Est-ce que j'utilise le Direct.io ou le Buffered.io? Pratiquement tout le monde utilise le Buffered.io ici aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le système d'exploitation qui s'occupe qui a des caches et qui s'occupe de l'écriture réelle en physique. Et on a quand même une méthode F5 pour lui dire à un moment, attends, je veux être sûr que ce soit synchronisé. Ça permet d'avoir de façon assez facile des performances. Et avec le F5, en fait, ça se synchronise. Tu peux avoir ton point pour être sûr que la persistance est là. Mais ce qu'il disait, c'est qu'en fait, quand on fait ça, l'inconvénient, c'est qu'on délègue la durabilité au système, au système, et que en fait, ça se passe pas forcément si bien. Ça a marché pendant longtemps, hein, ça marche plutôt bien. Mais il y a eu le F5 Gate vers 2018 apparemment, qui a touché PostgreSQL, mais qui doit toucher à peu près tout le monde. Et en fait, ils se sont rendus compte que, en fait, il y a des problèmes de la gestion du F5 et surtout de qu'est-ce qu'on fait quand il y a une erreur. Ouais. Parce que comment on traite l'erreur et parce qu'on peut ignorer. Alors ça, c'est rarement la bonne façon de faire, mais on peut réessayer ou on peut autre. Et en fait, il y avait des effets que le F5S qui se sont rendus compte qu'il y avait des pertes de données parce que quand il y avait le retour du F5 en erreur, en fait les tampons étaient marqués comme propres et quand tu réessayais, tu avais un résultat OK, mais en fait l'écriture n'avait pas eu lieu parce qu'elle s'était perdue entre temps. Il aurait fallu refaire. Donc la méthode, ça a été de se dire bon c'est pas grave, dans ces cas-là, on plante la base. On la redémarre sur son wall et on rejoue les dernières transactions et machin et tout ça. Ça, le problème, c'est que déjà, tu risques de perdre des quelques dernières transactions qui auraient été acquittées, mais en fait, pas vraiment bien écrites. Ouais. Et puis, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes parce que finalement, ça relisait les caches disques qui viennent du noyau, qui ont pas, et voilà. Et donc, c'était assez compliqué. Donc, ce qui explique, c'est que lui, eux, ils sont partis sur du Direct.io. C'est un peu plus compliqué. Parce que forcément, tu dois faire des optimisations et autres, tu dois gérer tes caches toi-même, mais au moins tu as la maîtrise de ce que tu fais. Et en fait, avec une bonne conception, ça leur permet d'avoir des performances. En fait, ils ne dépendent pas du système d'exploitation pour les performances et autres. Et pour le wall, en fait, parce que pareil pour la durabilité, ce qu'il dit, c'est que le truc, c'est que même si tu as un wall qui va te permettre de rejouer, donc tu vas pouvoir te garantir qu'avec ton écriture, que ce soit en direct, soit avec un F5, c'est dans ton wall avant d'acquitter ta transaction pour que une transaction acquittée, et en fait, elle soit bien écrite sur disque et soit persistée. Mais dit, le problème, c'est que les disques, ils peuvent aussi avoir des erreurs, dans le sens, pas des erreurs au moment de l'écriture, mais il peut y avoir des bits qui s'intervertissent. Il peut y avoir de la corruption de fichiers. Ça existe et ça peut exister sur les walls. Et en fait, dans ces cas-là, il y a des problèmes parce que quand généralement, en fait, lors de la lecture, au prochain, la relecture des journaux va s'arrêter au premier enregistrement qui est corrompu. Alors généralement, c'est parce que c'est celui qui est en fin de fichier et qui est pas complet en fait. Donc c'est cela qu'on va supprimer, enfin qu'on va rollbacker, mais ça peut arriver s'il y a eu une inversion de bit par exemple, que ce soit un enregistrement intermédiaire. Et en fait, ce qu'ils ont fait eux pour renforcer ça, c'est qu'ils ont deux walls. Ils ont un wall complet et puis ils ont un autre où il y a que une réplique des en-têtes qui leur permet de distinguer si les enregistrements sont corrompus à cause d'une corruption du fichier ou parce que c'était ceux qui sont en fin de fichier. En gros, est-ce que j'ai un problème de corruption du fichier ou j'ai pas terminé d'écrire quand l'énergie s'est coupée. Voilà. Et ils essayent de faire ce cas-là. Alors, je sais pas si ça marche dans tous les cas, mais en tout cas, ça le rend beaucoup plus robuste. Puisqu'ils peuvent, et quand ils relisent le wall, en fait, ils relisent les deux walls et puis ils comparent les en-têtes je comprends, pour voir qu'elles sont correctes. Cool. Voilà. C'est un petit tour sur Tiger Beetle. Je sais pas si ça va faire un carton, mais en tout cas, c'est super intéressant. Super intéressant. Puis moi, ça me donne envie d'aller regarder un peu J'avais déjà entendu parler un tout petit peu de ce nouveau langage, là, Zig, et ça me donne vachement envie de regarder ce que ça a dans le ventre, quoi. Sympa. On avait dit que ce serait un épisode où on ferait que du data engineering aujourd'hui. On a déjà parlé de ChatGPT.
On a déjà parlé il y a 5 minutes de ChatGPT. Et au final, on va parler de Daxter, dont on parle assez peu, tu me faisais remarquer, effectivement. Et l'article en question, c'est comment intégrer de l'OpenAI dans des pipelines. Enfin, c'est comment, c'était plutôt une annonce là, c'est qu'ils Ouais, ont ils annoncent, intégré. voilà, c'est plutôt, C'est une ils annonce, annoncent la hein. possibilité d'intégrer de l'OpenAI dans leur pipeline. Voilà, donc Daxter, en fait, dans les pipelines, on peut intégrer de l'OpenAI. Ça, c'est l'annonce. C'est intéressant. Maintenant, en fait, surtout, ce que je disais, c'est que Daxter, on n'en parle pas beaucoup. Je crois qu'on en a même jamais parlé. J'ai fait une Ouais, recherche je sur suis le pas Slack. Alors, certain. Ouais, tout à j'ai fait une fait. recherche sur le Slack. Alors, il y a l'historique est court, mais il y a une fois parce qu'il y avait un article qui le comparait avec Airflow et avec Oui, oui, je me Kestra. souviens. Et il Je y me avait les souviens. trois. Mais je crois que c'est la seule fois où on l'a cité dans, dans le Slack. Alors, je sais Et pas en si fait, c'est dans moi, la je suis version tombé open dessus. source ou si c'est dans la version managée que cette possibilité existe. Je sais pas du tout, en fait. Je crois qu'il est accessible en open source. Ouais. Il est accessible en Aussi? open source. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. C'est un plugin qui permet de s'intégrer et donc de faire des appels OpenAI. Voilà. Et Bon, Daxter, en après, fait, tu peux te poser la question de la valeur ajoutée, parce que faire des appels OpenAI, c'est une paire de lignes de Python, quoi, entre guillemets. Donc, alors, je pense que l'intérêt, elle est quand tu connais la notion de Daxter, parce que Daxter, en fait, c'est un système de pipeline un peu comme Airflow et comme Kestra. ouais. Enfin, plutôt oui, c'est un ordonnanceur en fait, quelque part, mais en fait, il fonctionne un peu différemment. Je dirais, alors t'écris en Python, donc c'est là où il ressemble un peu plus à Airflow, et eux, ils ont tendance à se comparer avec Airflow. Oui. Après, je pense que aux États-Unis, Kestra peut-être un petit peu moins connu, même si ça doit changer. Enfin, Bon, de donc il toute n'y a pas de façon, c'était Yaml. moi Daxter au début, je l'avais vu, c'était vraiment les gens qui faisaient qui avaient besoin de distribuer des traitements sur des datasets en Python, quoi. C'était comme ça que je l'avais vu apparaître, moi. Mais par rapport à Airflow, il est structuré, il est plus structuré, un peu comme Kestrel est. Aujourd'hui, Kestrel est quand Oui. même, tu fais du YAML, mais c'est très structuré. Là, Daxter, tu l'écris en Python, mais t'as un peu la logique de. Oui. Et puis surtout, en fait, c'est pas un graphe de traitement, c'est un graphe d'asset. C'est-à-dire tes nœuds de ton graphe, ce Ouais. sont les databases que tu produis. C'est tes datasets. C'est les datasets résultants. C'est C'est pour les ça que assets. je disais Voilà, que c'est les c'était vraiment résultats. orienté au départ sur le fait de traiter de la donnée et pas d'orchestrer des traitements, mais c'était vraiment l'idée, c'était de comment traiter de la donnée et générer des assets de données qui sont dépendants les uns des autres, quoi, en fait. C'est ça. Et c'est là où le fait d'avoir un plugin OpenAI qui est peut-être est juste quelques lignes de Python, mais l'avantage c'est que ça va rentrer dans cette notion-là et ça va rentrer dans le graph. Tu vas pouvoir voir un lineage, tu vas pouvoir voir des choses comme ça. Ouais, excellent. Et voilà. Et aussi, bon, donc ça permet de faire des appels. C'est aussi un autre intérêt que faire juste des appels, c'est qu'ils ont intégré la gestion des coûts. Ah, c'est intéressant. Oui, mais c'est pas du tout. Donc ils ont une notion de ressources et tu peux mettre des quotas, tu peux mettre un with usage metadata et donc en fait tu peux au moins caper tes coûts. Enfin tu as une maîtrise de combien ça va te coûter au fonctionnement. Et ça c'est une valeur qui à mon avis elle sera importante pour avant de se retrouver avec une facture monstrueuse parce que on t'a appelé. Ouch. N'en parlons pas. Ça peut être des réveils douloureux, ces histoires-là. Euh, on va parler. Bon, c'est de l'orchestration de data, mais alors je pense que là, ça relève de l'exercice technique pour l'instant, même si ça pourrait faire des trucs super, à mon avis. C'est l'extraordinaire Christophe Blefary, que sûrement bon nombre d'entre vous connaissent, puisqu'il a cette newsletter Blef, qui, euh, qui est super bien écrite et qui vous permet tous les vendredis soirs de recevoir un email avec une valeur que je trouve assez extraordinaire. Je le félicite d'ailleurs, comme à chaque fois que je le vois d'ailleurs, pour ça. Et il a créé Yato. Yato, c'est Yet Another Transformation Orchestrator. Donc, c'est vraiment toujours quand on commence par Yet Another, c'est toujours
C'est toujours, il y a une petite raillerie sur le fait que pullule plein d'outils. Et en fait, le truc est super simple, c'est-à-dire que il va vous permettre de définir des petits scripts SQL, des petits scripts Python, et puis de faire quelque chose où vous avez cette capacité à exécuter très facilement ça. Si on regarde les exemples, hein, on prend des ordres SQL qui vont permettre de lire les choses, et ça va vous faire finalement une capacité à enchaîner tout ça, il va construire le DAG et puis il va vous enchaîner tout ça très simplement. Donc c'est assez bien foutu, c'est super léger, c'est très bien écrit en Python. C'est intégré avec DuckDB. C'est bien sûr intégré avec DuckDB, c'est bien sûr pour ça que je vous en parle, vous le savez bien. Alors visiblement, ça marche que avec DuckDB. Ouais, je pense. Lui, il est comme moi, je pense. Hein, Christophe, il est avec une certaine conviction autour de DuckDB. Voilà, je cherchais le terme, pardon. Et ouais. Donc le truc, il est assez bien foutu. Il est capable de récupérer, comme je le disais, il est aussi capable de vous faire des modèles Python au milieu du traitement. Sachant que pour la truc assez marrante, nous on a testé, je fais une petite digression, on a testé récemment, et j'en ai parlé l'autre jour, de DuckDB, DBT au-dessus de DuckDB, et on s'est rendu compte un peu par hasard qu'on pouvait faire des modèles DBT en Python qui seront exécutés par DuckDB, comme l'exécuteur DuckDB pour DBT, c'est du Python. Le truc, si elle voit à un moment donné la convention, je sais plus comment elle est faite, hein, d'écrire un modèle en Python pour DBT, je crois il faut juste que l'output soit un data frame en fait, donc c'est un truc comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'il va ça nous permettre d'insérer à l'intérieur d'un lineage DBT qui normalement sont de tables de vues fait de tables et de vues SQL sur la base de données en question, là, on va pouvoir insérer au milieu de ce lineage un script Python et consommer l'output de ce script Python en sortie. Et je trouve ça assez génial. Donc voilà. Donc pour revenir à Yato, ou Yato, c'est super bien fait, super bien écrit, et puis c'est l'occasion de vous intéresser à l'ami Christophe Blefari, aka Blef. Puisqu'on a commencé à parler de DuckDB, on va continuer, Jérôme. On va continuer. Ouais, forcément. C'est justement, je crois que c'est par chez Christophe d'ailleurs, c'est dans sa newsletter que j'ai vu ça, un superbe site qui s'appelle DuckDB Snippets. Si vous êtes dans DuckDB, je vous encourage à aller regarder ça, et c'est clairement plein de petits, presque des one-liners de choses que vous pouvez faire avec DuckDB. Typiquement, si vous voulez faire une fonction bash, le premier qui remonte dans la liste, c'est une fonction bash qui vous permet de lire un CSV en input et de vous donner un fichier CSV en input, et il vous le transforme en fichier parquet. Et ça, c'est une ligne de DuckDB pour faire ça. Comment aussi aller faire du SQL faire de SQL sur le stdin. DuckDB vous permet de faire ça en one-liner en l'appelant en ligne de commande. Donc plein de trucs assez extraordinaires qui vous permettent de mesurer toute la puissance de ce merveilleux outil. Mais ça, vous l'avez compris, je ne suis probablement pas très objectif quand je parle de DuckDB, donc je vais pas aller plus loin, mais ce repository est un truc assez extraordinaire. Et sinon, c'est Nicolas qui nous avait mis, pour continuer dans la rubrique DuckDB, qui nous avait mis DuckDB as the new JQ. Vous connaissez tous JQ, l'utilitaire qui permet de faire des queries sur des fichiers JSON à l'intérieur de votre ligne de commande, et qui permet de faire des trucs qu'on mésestime d'ailleurs, hein, parce que ça permet... Qui n'a qu'un défaut. Comment ? Et qui n'a qu'un défaut. Dit ? Qui n'est pas installé par défaut dans la plupart des distributions. Exactement, ouais, tout à fait. Quand tu te retrouves à devoir filer des bouts de script bash pour débugger un client et que tu peux pas utiliser GQ, t'es bien embêté. Il suffit de faire l'installation en première ligne de ton bash. J'ai dit à un client.
Install, c'est un truc, c'est un mot. T'en as pour 3 mois, hein, d'installer un truc comme ça. Puis il faudra m'expliquer à la sécurité pourquoi t'en as besoin. Et donc, ouais, et donc c'est assez génial. Donc GQ, c'est un truc où vous pipez des commandes qui vous permettent de faire un group by, de pouvoir extraire une clé de votre fichier JSON, de pouvoir parcourir un tableau qui aurait à l'intérieur de votre fichier JSON. Enfin, plein de choses comme ça qui sont avec une série Ouais, c'est vachement puissant. d'actions que vous faites. Ouais, d'ailleurs, ça me fait, c'est très, GQ, c'est un peu Hawk pour ceux sont un peu plus, qui sont aussi vieux que nous. C'est Hawk, adapté au fichier JSON. La Ouais, enfin, je trouve que c'est physionomie. plus facile de gérer JQ que Hawk, hein, parce que Hawk, c'est vraiment, vraiment compliqué. Moi, j'y suis pas encore arrivé, hein, Hawk. Sed, ça va encore, mais c'est J'avais la fait gueule, des trucs sympas en Hawk, moi, par le Hawk, passé, ouais, c'est puissant, mais mais et donc DuckDB, bah, le gars, il prend le truc, il dit ouais, ça avec GQ, je le fais comme ça, avec JQ, pardon, ou je le dis en anglais ou je le dis en français, c'est pour que je choisisse. Avec JQ, je le fais comme ça. Ben, avec DuckDB, je peux faire pareil. Ça revient un peu à ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire qu'on peut créer un one-liner de DuckDB en ligne de commande et passer dedans un fichier JSON et pouvoir le retraiter. Et le gars dit, quand même, le gros avantage, c'est là où on a des commandes un peu spécifiques qui sont connues que de JQ quand on utilise JQ. Là, au moins, l'avantage, c'est une fois qu'on a fait la lecture du fichier dans la commande SQL qu'on fait, derrière, on peut faire un group by, on peut faire on a toute la richesse du SQL pour pouvoir faire le traitement. Alors, ce serait intéressant de voir cool. en termes de perf sur un gros fichier, comment ça se comporte les deux. Ce serait assez intéressant à regarder d'ailleurs. Mais pour le coup, je trouve ça vraiment bien foutu. Et c'est une bonne... c'est assez pragmatique comme utilisation. Donc, je trouve ça pas mal du tout. Voilà. Sachant qu'il montre pas dans ses exemples le fait qu'on peut utiliser derrière... Ah si, on peut. Il montre le fait d'écrire, de mettre l'argument moins JSON à l'intérieur du truc qui va faire l'output non pas en format texte, mais qui va le faire en format JSON. Donc non, Ah, non, c'est pour l'output seulement, d'accord. oui, Sur parce que, le moins JSON te sort le résultat de ta query sous par forme contre, moi, d'un. ce qui m'épate, c'est que tu mets juste un nom de fichier comme nom de table et boum, il devine que c'est du JSON. Ah oui, non, mais c'est génial. Ouais, on est bien d'accord. La capacité Euh, d'inférence, là où DuckDB est hyper smart, c'est aussi bien sur du CSV que sur du JSON, c'est la capacité d'inférence du schéma qui est vraiment hyper puissante, quoi. Ils sont très clairs là-dessus, Par quoi. contre, on voit pas le format de son fichier. Non. Ouais, si, peut-être qu'il le présente un moment. Si au début, dans le premier truc, il montre à quoi ressemble le fichier, Ouais, j'ai mais le est-ce que c'est fichier bien un fichier? Ouais, repo.json. c'est bien. Ouais. Ok, c'est parce que c'est une liste. Parce que comme on y fait, si c'est un objet à la racine, ça va Hum, peut-être moins bien se passer. Oh, si. Bah, ouais, oui. Non, mais voilà, oui, il faut que ce soit une liste effectivement pour DuckDB. Si c'est un objet si c'est un dictionnaire à la racine, ça va pas bien. Il aura pour lui, il va considérer qu'il y a un seul enregistrement avec des sous-enregistrements. Et ça, je sais pas s'il apprécie s'il apprécie la plaisanterie à sa juste valeur. Parce que c'est Euh, souvent, moi, je sais que c'est souvent ça que j'ai comme JSON. Mais, ouais. mais en tout cas, c'est intéressant. Après, ça veut dire qu'il faut avoir. Mon Python, généralement, il est installé sur les machines. Il faut installer DuckDB. Ah bah ouais, on n'a rien sans rien. Autant JQ, je pense qu'un jour, il va être intégré nativement par les distributions. Hmm. Parce que vu comme il est Ah mais utilisé, non, mais il y a pas c'est évident si on regarde les choses là-dessus, tant sur de cet DB, angle-là. ça risque de pas. Mais c'est vrai que JQ, à part le truc bateau, il y a il y a de l'apprentissage à avoir. Hein, c'est quand même pas. Mais, euh, Oui, mais c'est oui, oui. puissant. Oui. Hum, Notre joli monde a été quand même sacrément secoué ces dernières semaines par le fait que Redis a annoncé qu'ils allaient faire une double licence pour Redis, donc le move assez classique, hein, qui est le fait de dire ou vous êtes open source et vous créez pas un service dans le cloud que vous facturez des clients pour pour utiliser Redis, sauf à reverser votre service en open source, dans lequel cas on n'a aucun problème.
ou où vous tombez sous le coup de la licence commerciale qui vous permet de créer un produit. Voilà. Donc voilà, le truc est assez clair. Comme beaucoup de fabricants de bases de données, Redis a passé le pas et a décidé d'aller dans ce sens-là. Bon. Si on va là-dedans, effectivement, derrière, je pense qu'il y a pas mal de monde qui va se retrouver un peu coincé à plus pouvoir utiliser Redis. Nous, les premiers, on a un petit bout de notre code qui repose sur du Redis. Bon, voilà. Mais c'est vrai que on pourrait se poser la question c'est pas totalement incompréhensible de savoir qu'effectivement, il y a des grands noms qui font beaucoup d'argent avec du service managé au-dessus de produits open source et qui ne contribuent jamais une heure de travail au produit open source en question. Donc, on a déjà débattu de ça à de nombreuses reprises. Et donc, bien évidemment, quand il se passe ce genre de mouvement de licence, ça met en exergue. Alors, je sais pas si elles existaient déjà avant, mais au moins, ça met en exergue les gens qui ont fait des forks et qui ont fait ou du moins des bases de données compatibles avec le protocole de la base de données initiale. Et donc, l'une d'elles, c'est Redict. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure, mais on trouve pas mal de choses qu'on avait dans Redis, puisqu'on a la possibilité de faire des scripts en Lua, on a la possibilité d'avoir des data types un peu complets, de listes, de sets, de sorties de sets, enfin, de choses comme ça. Choses qu'on retrouvait assez classiquement dans l'usage de Redis. Donc, pour le coup, si vous avez du Redis, c'est peut-être l'occasion de switcher vers ce produit qui reste open source, lui, et qui va vous permettre d'utiliser, de faire un plug out, plug in, une substitution de votre Redis. Voilà. Ouais, j'avais entendu parler de ça, mais différemment. Alors, c'était pas Radix, c'était Microsoft, je crois qu'ils ont annoncé que ils avaient un truc qui était compatible Redis, une de leurs bases. Il y a un truc qui s'appelle... Ah oui. Alors, Microsoft, je crois que c'était sur Cosmos DB, où il y avait une interface... Ils ont fait un truc récent, là. Hein. Ah, plus récent? Ouais, je sais pas. Ouais, justement, c'était suite à l'annonce des changements de version. Ils ont rajouté une API. Je me demande si c'est pas. Ah non, c'est Infinispan, pardon, je dis des bêtises. Je crois que c'est Infinispan qui propose une interface Redis. Écoute, j'en ai pas vu passer ça. Mais je crois que c'était. Alors, je le dis de mémoire, donc je peux me tromper, mais il me semble qu'ils en ont. Il y a un projet GitHub. Il y a un projet GitHub qui s'appelle Infinispan Cache Store Redis. Ouais, ça doit être ça. Et je pense que ça va pulluler. En gros, tous ceux qui ont du clé valeur, ils vont te faire l'interface Redis en espérant. Et puis, tu as peut-être un certain nombre de gens qui étaient partis sur Redis qui vont finalement se rendre compte que leur besoin peut être résolu avec une table dans leur base PG qui est à côté. Je sais pas, parce que Redis, alors, je sais pas ce que c'est devenu, parce que ça fait un moment que j'en ai plus trop entendu parler, mais c'était quand même, c'était l'intérêt de Redis, c'était la base en mémoire qui est là pour stocker. J'en ai vu, tu as plein de gens qui utilisent un Redis pour faire une interrogation de type clé-valeur dedans, en faire une toutes les 10 minutes, quoi. Donc, entre guillemets, ils n'ont pas besoin de la performance qu'offrait un Redis et ainsi de suite. Et je pense qu'il y en a plein de gens qui ont utilisé du Redis alors que c'était pas vraiment justifié dans leur environnement. Et donc, ça, c'est toujours le truc assez marrant. C'est-à-dire que ce genre de situation avec une petite brutalité comme on la voit là, c'est quelque chose qui, de toute façon, amène à ce que les gens reprennent un peu de recul et regardent un peu mieux comment est-ce qu'ils peuvent faire leur... Ouais, parce que souvent, il était utilisé en clé valeur comme cache pour éviter d'avoir à aller... Alors ça, c'est un autre usage, bien sûr. L'usage en cache et la performance, voilà, pour stocker des sessions quand on veut mettre un peu de state dans un service. Évidemment que là, la rapidité de Redis, elle était imbattable, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il était énormément utilisé. Après, t'as même Cache et t'as comment il s'appelle son pendant, enfin Couchbase. Bien sûr, évidemment, aussi. Évidemment. Non, je disais effectivement, si tu utilises que le clé valeur, parce qu'effectivement ils avaient des fonctionnalités un peu plus avancées Redis, c'était un des intérêts de pas faire juste du clé valeur. Mais si tu faisais que le clé valeur,
Ouais, tu vois, typiquement dans Redis, tu peux passer vers un autre système. t'avais notamment une possibilité de PubSub, dont je n'ai pas l'impression qu'on la retrouve dans ce... Ah si, il mentionne le PubSub où tu peux faire des channels complets, donc tu vois, mais qui était vraiment un truc qui marchait bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu avais besoin de ventiler des events, de ventiler des choses vers différents consommateurs, le PubSub était une très bonne solution dans Redis, qui scalait pas comme pourrait scaler un Pulsar ou un Kafka, hein. Bien sûr, on n'est pas dans la même catégorie, c'est plus si tu avais besoin de ventiler de la métadonnée ou des choses comme ça, pouvait être très intéressant. Donc voilà, donc a priori le truc il est le Wire Protocol est à 100% compatible avec celui de Redis en version 7.2.4. Là pour Redis c'est un fork, donc a priori oui ça va être facile d'être compatible. Ouais, mais c'est un fork. Ouais, d'accord, c'est un fork, mais à un moment donné, ça va diverger, oui, mais ça va se figer à une version, c'est ça que je veux dire, quoi, tu vois. Ils vont diverger, quoi, mais un peu comme MariaDB et MySQL, et qui restent quand même vachement compatibles l'un à l'autre. Ouais, je sais pas dans quelle mesure les évolutions futures vont pouvoir être intégrées dedans. En tout cas, voilà, vous avez une solution. Si vous êtes dans la panade à cause de Redis, vous avez une solution de ce point de vue-là. Ouais. Donc. Dis-moi, Jérôme. Écoute, je pense qu'on a on a évoqué pas mal de sujets là. Oui. C'est quoi ton actu? C'est quoi les sujets sur lesquels là où on peut te retrouver? Et puis, est-ce que tu as des sujets de prédilection en ce moment? Dans mon actu pas assez récent, donc je suis passé chez Château, qui est une non-conférence qui est spécialisée en Java. C'était très intéressant. Tu rencontres pas mal de gens brillants, sont assez petits quand tu te retrouves à dîner avec en face de toi un professeur d'université de Denver qui est une bête de conférence sur Java qui est très très pointu et de l'autre côté, tu as un Écossais qui a écrit les livres Java Collection. Et voilà, ça rend modeste. Ça aide, ouais c'est clair. Et c'est intéressant. Voilà, ça c'était chouette. Et puis, personnellement, moi, je sais pas, en ce moment, c'est un peu calme. Mais bon, vous pouvez montrer toujours sur le site du Big Data Hebdo, si vous voulez. Et puis, éventuellement, dans un meet-up à l'occasion. Moi, ça a été une activité ces derniers temps. Je re-socialise un petit peu, si je puis dire. Certains d'entre vous ont pu me voir dans certains meet-up, puisque j'ai fait quelques meet-up là ces derniers temps. Notamment un sur DBT la semaine dernière. Puis je suis intervenu chez notre ami Stéphane Eckel qui m'a interviewé dans son Datanosco. On a fait un petit sujet sur comment faire du lakehouse avec DBT au-dessus de DuckDB. Donc vous imaginez que j'étais aux anges de parler de ça. On était dans le cœur de mon diagramme de Venn en termes de sujet de prédilection. Et puis je me suis remis à écrire un petit peu. Vous avez sûrement pu voir passer ça dans un petit Substack qui s'appelle Carnet Data, que je vous invite à suivre. Et la problématique que j'essaie d'aborder, j'essaie un peu de parler de ce que je rencontre chez les clients autour de la data quality et des data contracts. Et ça va être un peu un fil rouge autour de certains travaux que je suis en train de mener actuellement sur cette thématique. Et donc, je vous invite à me rejoindre sur cette publication et qu'on puisse échanger sur cette thématique. Voilà. Et sinon, je suis bien évidemment toujours sur le Slack du Big Data Hebdo et sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'interpeller. Eh bien, on espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode, un aussi bon moment que celui que nous avons, passé à l'enregistrer. Et puis, on vous retrouve très très vite. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointre qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.